Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal, à la une de ce journal. Le chef de l'État préside la cérémonie d'ouverture de la banque commerciale de l'Éthiopie. Dans l'actualité internationale, annonce d'un cessez-le-feu après les appels du Kremlin et d'Ankara. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale Djibouti après avoir pris part à l'enterrement du sultan de ce pays, feu Qaboos bin Saïd, décédé vendredi soir. Le président Guelleh a présenté officiellement ses condoléances attristées et celles du gouvernement et du peuple de Djibouti aux autorités et au peuple de ce pays frère et ami. À sa descente d'avion, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed, le général des forces armées djiboutien Zakaria Cher Ibrahim, le directeur de la sécurité nationale. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, est arrivé hier soir au sultanat d'Oman pour présenter ses condoléances en son nom personnel et au nom du peuple djiboutien suite au décès vendredi dernier du sultan d'Oman, Qaboos bin Saïd. Il a été accueilli à son arrivée par son Altesse Al-Sayyid Hamad bin Tawani Al-Saïd et plusieurs hauts responsables omaniens ainsi que notre ambassadeur au sultanat d'Oman avec résidence en Arabie Saoudite, M. Diaedine Saïd Bamakrama. Le président est accompagné par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf. Aussitôt après son arrivée, le cortège présidentiel s'est dirigé vers le palais Al-Alam, où le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu avec le nouveau sultan d'Oman, Haitham bin Tariq, où il lui a présenté les condoléances en présence de la famille du défunt et plusieurs hauts responsables civils et militaires de ce pays. Le sultan d'Oman, Qaboos bin Saïd, est décédé vendredi soir à l'âge de 79 ans. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a procédé hier matin à l'inauguration de la filiale de la Banque de commerce d'Éthiopie à Djibouti. Outre le renforcement du niveau de bancarisation de notre pays, l'établissement qui vient d'ouvrir ses portes s'ajoutera à la gamme sans cesse croissante de produits et d'offres financières de plus en plus disponibles à Djibouti. Elle servira aussi de levier nouveau pour le développement des investissements à Djibouti, notamment à travers le fait que notre secteur privé trouvera en elle des financements et des sponsors. Nul doute aussi que cette banque favorisera l'afflux à Djibouti de nombreux hommes et femmes d'Éthiopie qui souhaitent de plus en plus
investir dans des secteurs porteurs de notre pays, notamment le logement, le tourisme, l'économie du numérique. L'inauguration de la filiale de la Banque de commerce d'Éthiopie constitue la dernière étape du processus d'intégration économique, commerciale et financière largement entériné entre la République de Djibouti et la République démocratique et fédérale d'Éthiopie. Rappelons que les deux pays entretiennent de partenariats stratégiques et complémentaires dans le domaine de l'import-export, des infrastructures, de l'électricité et de l'eau, des énergies, notamment à travers le méga-projet de Pouli GCL. Le directeur général et président du conseil d'administration de la banque commerciale éthiopienne, Pacha Guina, s'est exprimé à la cérémonie et a indiqué qu'après les transports, le port et la voie ferrée qui connectent nos deux pays, facilitant ainsi nos échanges, le bénéfice de nos économies, voici aujourd'hui l'inauguration de cette banque commerciale qui rejoint les outils qui permettent de renforcer les croissances économiques de nos pays. Tout cela, a-t-il dit, matérialise la véritable intégration économique et régionale et nos deux pays en sont un exemple pour tous les pays de l'Afrique. Le gouverneur de la Banque centrale, M. Ahmed Ousmane, a quant à lui souligné que cette inauguration souligne l'essor actuel et l'attractivité du secteur financier avec la multiplication du nombre d'opérateurs. On l'écoute. Aujourd'hui, dans les contextes de dynamisme économique régional et les forts intérêts communs liant Djibouti et l'Éthiopie, notre grand partenaire stratégique, c'est tout naturellement que la Commercial Bank of Ethiopia a décidé de rétablir sa position sur notre place financière plus d'une décennie d'années après son retrait. Son retour en force apportera, j'en suis convaincu, un élan supplémentaire dans la transformation en cours de notre paysage bancaire et contribuera à relever la saine compétition au sein du secteur pour le plus grand bénéfice de nos consommateurs. Sur un autre plan, l'arrivée de la Commercial Bank of Ethiopia, après les implantations réussies des banques à capitaux régionaux sur notre place financière, longtemps dominée par les banques étrangères, démontre que le continent bouge et que notre région, notamment les COMESA, est particulièrement dynamique. Dans cette démarche vers le développement et la transformation économique, nos deux pays, je vais parler de l'Éthiopie et de Djibouti, dont les destins sont liés, intimement liés, constituent un modèle d'intégration économique réussi dont peuvent s'inspirer d'autres pays de la région, du COMESA et du continent. Je reste très confiant quant à l'avenir très promoteur de nos deux économies et de la pertinence de nos appartenances au COMESA, qui vise aussi, parmi ses objectifs, la mise en place d'une union monétaire à moyen terme. Dans cette perspective, l'essor actuel et l'attractivité de notre secteur financier, avec la multiplication du nombre d'opérateurs, illustrée encore par l'installation de la Commercial Bank of Ethiopia aujourd'hui, et le développement accentué des activités financières, nous permettent de nous outiller solidement pour être en meilleure position concurrentielle pour capter la demande sur le marché bancaire régional et du COMESA. Mesdames et messieurs, à l'instar de notre économie, notre secteur financier connaît, comme je l'ai indiqué, un formidable essor depuis les importantes réformes que nous avons initiées dans les années 2000. Le retour de la Commercial Bank of Ethiopia, qui n'est pas sans lien avec le dynamisme et l'expansion de notre place, porte à 12 le nombre d'établissements bancaires
actuellement en activité dans notre pays et nous continuons encore d'instruire de nouvelles demandes d'agrément. Et enfin, le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Dawale, a fait remarquer que l'inauguration de cet édifice mettait en exergue le dynamisme et l'expansion du secteur financier djiboutien, a porté à 12 le nombre d'établissements bancaires actuellement en activité dans notre pays. C'est un événement naturellement extrêmement important, au-delà de l'accroissement du nombre de banques installées à Djibouti, qui petit à petit confirme sa position de place bancaire régionale, parce que plusieurs banques ont d'ores et déjà été installées, et le retour de la Commercial Bank of Ethiopia complète la panoplie de ces infrastructures qui scellent l'intégration économique et financière de nos deux pays. Je tiens à également attirer votre attention que sous le leadership du président de la République, les deux pays que sont Djibouti et la République fédérale de l'Éthiopie ont réalisé ou sont en train de réaliser un peu plus de 10 milliards de dollars d'investissements communs en additionnant le pipeline gazier qui est actuellement en cours. Donc il n'y a pas lieu de les citer, mais je voudrais profiter de cette occasion pour partager avec les acteurs économiques et financiers ici présents et au-delà avec le grand public les perspectives tracées par le chef de l'État en matière de la finance et du secteur bancaire de notre pays. Vous avez pu constater cette dernière semaine l'installation ou la création d'une institution très importante pour le devenir et le futur de Djibouti, en l'occurrence le Fonds souverain de Djibouti, qui a initié, supervisé et approuvé les conclusions de l'étude d'un fonds souverain par le chef de l'État. Cette institution majeure de financement constitue le premier jalon de la modernisation du secteur bancaire et financier, lequel fonds constitue un véhicule moderne d'investissement et d'épargne intergénérationnelle qui consolide notre indépendance économique et financière au moment où les financements internationaux se feront de plus en plus rares dans les années à venir. Une réaction à la presse à l'issue de l'inauguration de cette banque, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a qualifié la mise en service de l'établissement financier d'addictifs nouveau au service de la complémentarité et de l'intégration économique réussie entre notre pays et son allié éthiopien. Après l'inauguration de la Banque éthiopienne, le chef de l'État a reçu une délégation de haut niveau de la Banque mondiale à la présidence. Cette délégation, composée de 14 administrateurs, accompagnée des ministres de l'économie, du logement, des affaires sociales, de la décentralisation, du gouverneur de la Banque centrale, se sont entretenus avec le président de la République. Au cours de cette rencontre, il a été question d'approfondir le niveau de partenariat avec la Banque mondiale dans les années à venir pour atteindre les objectifs de développement durable. En d'autres termes, de discuter de la coopération future de la République de Djibouti et la Banque mondiale et du nouveau cadre de partenariat pour les années à venir. Il convient de rappeler que le secrétaire général de la présidence de la République et le directeur de cabinet ont pris part à cette rencontre. À l'issue de la rencontre avec le chef de l'État, le représentant de la Banque mondiale se sont exprimés au micro de la radio-télévision de Djibouti et nous ont donné plus de détails de cette rencontre. On vient de voir le président, on a vu un échange sur la situation du pays. Le président a donné sa perspective et nous avons donné notre perspective. Il y a une grande convergence. L'analyse est que le pays a fait beaucoup de progrès, ce qui concerne la croissance, les grands investissements dans les infrastructures de base, le télécom, de l'eau, le chemin de fer. Mais la grande question, c'est comment aller, comment prioriser les activités en futur. La Banque mondiale va
est en train d'élaborer son nouveau cadre de coopération et c'est pour ça que c'était très important d'avoir les avis du président. Nous sommes ici une visite d'administrateur pour toucher du doigt ce que la Banque mondiale fait sur le terrain ici et comment nous pouvons améliorer notre coopération avec le Djibouti. Et je pense que notre échange avec le président allait dans ce sens et comme vous l'a dit notre porte-parole, nous avons donc échangé les vues, il y a une convergence et tout ça sera reflété dans le cadre de partenariat que notre groupe est en train d'élaborer pour Djibouti. Dans le cadre de la visite à Djibouti-Ville, nous leur avons montré les appuis dans le cadre du projet Zero Slum, le projet d'éradication des bidonvilles, qui est cher au président de la République. Et donc, ils ont vu de visus les réalisations, mais aussi les défis qui restent à relever. Donc, nous avons eu aussi des discussions avec le gouvernement, aussi bien avec le cabinet que le président de la République, sur ce que le gouvernement, les orientations que le gouvernement entend donner au groupe de la Banque mondiale à travers les administrateurs, pour que nous, en tant que staff de la banque, qui préparons la nouvelle stratégie de la banque, pour qu'on puisse l'intégrer dans cette stratégie. Écoutons à présent la réaction du ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Douali. Dans le cadre de cette réunion, nous avons beaucoup parlé avec le président et les administrateurs les perspectives de la coopération et du partenariat entre Djibouti et la Banque mondiale sur les principaux piliers que notre stratégie quinquennale qui représente les mêmes priorités que la Banque mondiale pour Djibouti, notamment sur l'inclusion. C'est très important de travailler sur l'inclusion, c'est très important de travailler sur la connectivité de Djibouti et la diversification de l'économie, et surtout des institutions solides et à consolider ou à construire pour permettre tous ces investissements que nous avons faits puissent produire les résultats attendus par la population djiboutienne. Toujours dans l'actualité nationale, une forte délégation de 14 administrateurs de la Banque mondiale s'est rendue à Obok, accompagnée par la ministre des Affaires sociales et Solidarité, Mme Mouna Ousmane Adan, et le secrétaire d'État à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis. La délégation de la Banque mondiale a supervisé l'exécution du projet et a visité les différents grands projets réalisés à ce jour. À leurs arrivées, la délégation de la Banque mondiale et les membres du gouvernement ont été accueillis par le préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Benaita, le président du conseil régional, M. Mohamed Hamad Ismail, ainsi que les parlementaires natifs de cette région, à savoir le député Ali Hamad Hassan et Kamel Hamad Hassan. Ensuite, la délégation se rendue au conseil régional de la d'Obok. Un accueil chaleureux leur a été réservé. Une fois sur place, la cérémonie a débuté par une brève présentation de projets des filets sociaux auxquels les mamans Lumière ont pu bénéficier. À la fin de la cérémonie, une remise de certificats a été octroyée aux participants. Nous sommes ici d'apprendre sur le pays, le Djibouti, l'état de développement, mais surtout aussi de ce projet particulier. Et on est très conscient que le Djibouti, il a fait beaucoup de progrès, de développement. C'est beaucoup autour des grands projets d'infrastructure, d'investissement, mais on est aussi conscient que à la fin, ça doit se traduire sur le terrain et il doit avoir un bénéfice pour les populations. Et tout le monde doit participer, le secteur privé, mais aussi les communautés. Je crois le projet ici qu'on va voir, ça va nous montrer si c'est possible, à quel degré c'est possible. Le préfet de la région d'Obok, M.
Mohamed Bonoïta et le président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Houmed Ismail, ont tous évoqué l'impact du flux migratoire et la pression que subissent la population d'Obok. Essayer de relater les priorités de la région, tant au niveau sanitaire, tant au niveau d'impact environnemental sur le changement climatique et au niveau de protection qu'il faut réaliser pour la région d'Obok. Les maigres budgets prévisionnels de la région ont pâti parce que dans la prévision, souvent on met le budget pour la population de... Ces sécheresses récurrentes sur l'ensemble du pays et il y a eu un déplacement interne. Donc nous avons donc à faire face donc à 3 pressions. Et donc c'est pour ça que nous vous présentons ce genre de projet. Moi je vais mettre l'accent sur les ordures ménagères. Donc cette ville-là, donc elle est vraiment submergée par les ordures ménagères. Nous avons dans le conseil régional donc mis à la disposition de l'association des femmes de seuls camions que nous avons pour le ramassage des ordures ménagères. C'est un camion qui n'est pas adapté aux ordures ménagères. Et le plus grand défi pour nous, c'est justement de ramasser tous les détritus qui se sont entassés dans la ville et pour lesquels on n'a pas les moyens. Donc ce qu'on demande pour la région, c'est les équipements. C'est les équipements qui nous permettra de nettoyer la ville et de la rendre propre. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Siraj Omar Abdelkader, a souligné qu'il y a 3 ans de cela, le gouvernement du Djibouti a reconnu la nécessité de considérer les camps comme des villages et des cités. On l'écoute. Le point que je voulais souligner, c'est, dans un premier temps, c'est la population haute. La notion des populations hautes. Je sais que la Banque mondiale, comme d'autres organismes, utilise beaucoup ce terme en parlant de la population qui vit autour des camps de réfugiés. La population haute est donc, selon cette définition, toute personne vivant aux alentours des camps de réfugiés. Ce qui est vrai dans certains pays qui ont une très grande superficie, des pays immenses, mais à Djibouti, vous le savez, c'est un tout petit pays de 23 700 km². Donc cette idée, cette notion de population haute n'est plus pertinente. La population haute, en vérité, c'est toute la population djiboutienne. L'impact de la présence des réfugiés et des migrants se fait ressentir sur l'ensemble de la population et non pas sur une population limitée dans un espace donné qui serait aux alentours des camps. Et le deuxième point, c'est le camp des réfugiés. Cette notion est aussi différente à Djibouti, dans le sens où on ne parle plus de camps de réfugiés, mais on parle de villages d'accueil. Donc, comme tout village d'accueil, les gens peuvent y séjourner, comme ils peuvent les quitter allègrement sans être inquiétés. C'est ce qui est le cas à Djibouti. On n'a pas de camps de réfugiés. Depuis à peu près 2 ou 3 ans, ce sont des villages d'accueil qui accueillent les réfugiés. Le secrétaire d'État à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, a rappelé la nécessité d'un programme intégré dans tous les domaines afin de soulager la population d'Obok face à l'impact du flux migratoire. Cette ville et cette région, dans les années 1991, c'est une ville qui a été vraiment touchée par la guerre civile. Il a été, suite à cette guerre, carrément à genoux en termes d'économie et dans tous les sens. Par la suite, comme ils sont à côté du Yémen, il y a une question de déplacer, de réfugiés, et cette charge puisse s'y rajouter. Ils sont aussi sur le littoral, à la porte de la mer Rouge, et tous les migrés économiques, et quelle que soit aussi la nature de leur déplacement, que ce soit sécheresse ou autre, c'est un passage obligé, et ceci aussi, c'est une charge sur cette région. Donc, avec la complicité de cette multitude de ces facteurs, ils sont tous en difficulté. Donc, et ils ont un petit peu exprimé quelques thématiques, quelques points importants, mais d'une manière générale, c'est une région qui mérite de réfléchir sur un projet et un programme intégré qui prend en compte tous ces contextes, que ce soit l'eau, que ce soit l'éducation, que ce soit appui à la communauté haute. Donc vraiment, c'est nécessaire de réfléchir sur un programme intégré qui leur donne une meilleure possibilité d'accès aux services.
lors du passage d'émigrés, le préfet et le président du conseil régional sont confrontés à beaucoup de difficultés. Tout ce qui se passe à ce corridor, ils sont les premiers à être alertés. Et d'ailleurs, je préfère préciser dans cette réunion le financement qui arrive dans le cadre de migration ne fait pas vraiment profiter à la hauteur qu'il le faut cette région. La plupart des choses sont limitées à des ateliers, à des communications et un certain nombre de quelques renforcements. Vraiment, ne les renforcez pas vraiment à la hauteur qu'il le faut. La préfecture possède peu de moyens pour lesquels il intervienne à cette population, mais quand même quand il y a une alerte qui arrive, avec cette même peu de moyens, il se déplace. Et c'est vraiment surtout sur cette volet, il mérite de réfléchir et de prendre surtout les choses dans sa globalité, non pas par des thèmes et par des facteurs. En clôturant les interventions, la ministre des Affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, a rappelé l'effort inlassable du gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie de la population de Bok, très impactée par le flux migratoire. De la banque, mesdames et messieurs les administrateurs de la Banque mondiale, je veux d'abord vous souhaiter la bienvenue à Djibouti d'abord et ensuite dans la région de Bok. L'essentiel maintenant, c'est que durant la visite, chaque département ministériel qui accompagne la délégation aura l'occasion de parler du secteur et surtout de parler des points positifs, des points négatifs ou les manques qui peuvent exister dans ces secteurs-là. Donc je laisserai le soin aux différents responsables qui accompagnent la délégation. De façon globale, l'idée c'est de pouvoir accompagner cette région dans les différentes difficultés ou bien différents défis qui sont posés dans cette région, surtout confrontés à des déplacements de population et à des populations réfugiées. L'ensemble des programmes de développement qui sont mis en place, que ce soit par les départements sectoriels ici présents, mais également par d'autres départements qui ne sont pas là, vont dans le même sens et vont dans le sens d'une politique générale qui est de pouvoir assouvir ou bien rendre meilleures les conditions de vie des communautés djiboutiennes et faciliter l'accès aux services sociaux de base à nos populations hautes qui arrivent dans le pays. Et ces deux populations qui vivent ensemble doivent trouver de façon équitable tous les moyens possibles pour qu'ils aient une vie décente dans le secteur où ils vivent. Djibouti a ce potentiel d'être dans une région très turbulente, avec une paix et une stabilité, et il est du devoir du gouvernement et de la population djiboutienne de veiller à ce que cette stabilité et cette paix soient maintenues et renforcer cette cohésion. La délégation de la Banque mondiale, accompagnée par les membres du gouvernement, ont visité les différents stands d'exposition de produits artisanaux ainsi que les différents projets. La délégation a écouté la présentation du projet par le responsable de la DDS. Ensuite, elles se sont rendues au centre hospitalier d'Obok, qui a bénéficié d'une réhabilitation et d'une extension de son espace d'urgence. Il est équipé désormais de nouveaux matériels essentiels comme la radiologie, le fauteuil dentaire et la salle de la maternité totalement rénovée. La délégation de la Banque mondiale, le secrétariat d'État à la décentralisation, M. Aramis, et le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mahyoub, ont ensemble inauguré un réfectoire flambant neuf situé dans l'ancien site du cantine du collège d'Obok. La 10e Assemblée générale de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables a débuté ses travaux hier à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, avec la participation de 160 pays, dont Djibouti, représenté par le ministre de l'Énergie chargé de ressources naturelles, Younis Ali Ghedi. Ces assises qui s'étaleront sur 2 jours vient accélérer l'adoption des énergies renouvelables et faire avancer la transformation énergétique mondiale.
Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre djiboutien de l'énergie chargé de ressources naturelles, M. Younis Ali Gedi, a rappelé que Djibouti s'est engagé dans un vaste programme énergétique ambitieux qui s'inscrit dans le droit fil de la vision 2035 du gouvernement qui inspire à faire de notre pays une économie émergente. Présidée par le vice-premier ministre ougandais Ali Koronda, la 10e assemblée générale de l'IRINA prévoit également dans son agenda 3 discussions ministérielles portant sur des questions essentiellement à l'accélération des sources d'énergie durables. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme et les fièvres d'origine virale, le ministère de la Santé mène depuis jeudi une vaste campagne de distribution de masses de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'Action Milda dans les communes de Bolaos et de Resdika. En effet, cette campagne porte-à-porte de distribution de grande envergure a pour objectif de lutter contre les piqûres de moustiques, vecteurs de maladies et fièvres d'origine virale au niveau de ces 2 communes les plus touchées. Le département de la santé a donc mobilisé le comité de santé et d'hygiène de différents quartiers qui sont d'ores et déjà été formés et outillés pour mener à bien cette mission de distribution de masse aux côtés des agents du ministère de la Santé. Cette campagne de distribution de Milda se poursuivra jusqu'au 14 janvier et permettra d'appuyer et de renforcer la stratégie de lutte multiforme engagée par le ministère de la Santé contre le paludisme. Passons à présent à l'actualité internationale. Le gouvernement d'union nationale a accepté aujourd'hui l'appel à un cessez-le-feu en Libye lancé par Moscou et Ankara. Quelques heures après l'annonce par le rival, le maréchal Khalifa Haftar, de la cessation des hostilités. La suite dans ce commentaire. Plongée dans le chaos depuis 2011, la Libye est aujourd'hui déchirée entre des autorités. Le gouvernement d'union nationale libyenne, reconnu par l'ONU, est basé à Tripoli et a un pouvoir incarné par le maréchal Haftar. Lors d'une rencontre mercredi à Istanbul, le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan avaient appelé à l'instauration d'un cessez-le-feu en Libye à partir de dimanche minuit et exhorté les belligérants à s'asseoir à la table de la négociation pour parvenir à la paix. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.